Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de conseil d'école avec une parent d'élève. Bonsoir Stéphanie Martine, Bonsoir. parent d'élève et vice-présidente à la FCPE. Et avec le président de la FCPE, bonsoir Daniel. Bonsoir Gismi. Amouni. Et juste pour faire un petit peu d'abord la rentrée, si on a à dire, ça s'est passé comme vous voulez. Dire que ça s'est passé comme on veut, on peut dire oui et non, parce qu'en fait, c'est pas comme nous on veut. Nous, on dépose nos enfants à l'école et on espère que les choses se déroulent le plus simplement possible et le plus sereinement possible pour nos enfants. Après, il y a toujours des petits couacs par-ci, par-là. Vos enfants, quel âge? Alors moi, je n'ai plus qu'une qui a 17 ans et qui est en terminale, donc c'est sa dernière année, donc elle passe le bac cette année. Et donc voilà, on a l'habitude de rentrer par rapport à ceux qui arrivent en petite section. C'est vrai que c'est pas pareil. Valérie Martine, vos enfants, quel âge? La mienne a 13 ans, elle est en 4e. Et le petit vient de faire sa rentrée en petite section. Il a quel âge? 3 ans, mardi prochain. C'est quand on amène son enfant de 3 ans, j'allais dire, à l'école maternelle, c'est quelque chose de particulier? Oui, surtout que là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vécu. Et effectivement, oui, on a toujours cette appréhension, comment ça va se passer avec la maîtresse, avec la tati, comment lui il va ressentir les choses. Moi, j'ai eu de la chance, le mien était en crèche, donc il s'est adapté assez rapidement. Il y a eu une coupure pour l'adaptation et faire entrer les enfants par petits groupes. Et du coup, il a perdu un peu le fil, parce que pendant une semaine, il n'y était pas allé, alors qu'il avait fait les 2 premiers jours de rentrée. Et ça a été compliqué ensuite, parce qu'il s'est mis à pleurer. Enfin, je suis passée par l'étape, je veux plus aller à l'école, et c'était compliqué. Il était un petit peu perdu. C'est ça. On va sourire, mais je vais vous poser cette question-là. Cette peur qu'ont les parents quand on dépose l'enfant à l'école maternelle de penser que l'enfant va aimer la maîtresse ou la tati et va plus aimer ses parents, c'est encore d'actualité? Ça n'a pas été pour moi. Non. De là à dire qu'il m'aimerait plus, non, pas forcément. Juste, est-ce qu'il s'entendra bien et réussira à s'adapter aux nouvelles conditions, aux nouvelles règles? C'est un peu tout ça. C'était plus mes appréhensions. C'est plus ce côté-là, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années, donc déjà on ne les voit pas passer les 3 premières années, surtout si on dépose son enfant à la crèche parce qu'on travaille, etc. Donc on voit ça grandit très vite et du coup c'est une étape qui fait que on franchit une nouvelle étape, donc on prend conscience que notre enfant grandit, on prend conscience d'un certain nombre de choses et on peut avoir cette appréhension non pas de se dire que notre marmaille s'appuie à nous. Mais plutôt de voir comment il va s'adapter et justement comment il va concilier un petit peu cette nouveauté pour lui par rapport à ce qu'il a toujours connu dans le cocon familial, parce que là il sort dans tout ce cocon familial là et donc il va à la rencontre des autres. Mais c'est vrai que quand on a des enfants qui sont passés par la crèche, c'est moins problématique que pour les enfants qui n'ont pas été en crèche ou en garderie tout simplement. Mais donc c'est plus ce côté-là, c'est la nouveauté. C'est comment il va s'intégrer, comment ça va se passer, est-ce que justement il va être bien accueilli, etc., etc. Et puis quand on voit malheureusement ce qui s'est passé à la rentrée au niveau national avec un enfant qui s'est fait quand même pas mal bien agressé par un enseignant, on peut avoir cette crainte aussi de se dire est-ce que mon enfant ça peut avoir les mêmes affaires? Alors je reviendrai là-dessus après, mais juste avant, est-ce que c'était une volonté du président de la République Emmanuel Macron faire en sorte que l'enfant, dès 2 ans, intègre l'école? Alors, ça a toujours été une revendication forte de la FCPE déjà à la base. Ça fait des années que nous, on militait pour que les enfants puissent venir à l'école dès 2 ans et demi. Le président de la République, lui, il est allé plus loin en rendant obligatoire l'école dès 3 ans. Ça ne règle pas la question de l'enfant de moins de 2 ans, 2 ans et demi, les très très petites sections, mais il y a eu cette volonté avec malgré tout un truc caché derrière la tête, puisqu'en fin de compte, en faisant cela, ça permet et ça oblige
les collectivités à financer le privé. Donc il y a quand même des arrière-pensées derrière ça. Et du coup, ben, ça a été un moyen détourné de se dire qu'on va financer les écoles privées dès la maternelle. Alors, reste que, sur reste la posture politique, le gouvernement a été nommé. Vous avez aujourd'hui votre ministre de tutelle. Elle s'appelle... Alors, j'ai pas retenu son nom, Grenet, un truc comme ça. J'ai pas vraiment retenu le nom. En fait, ce que je voulais dire, c'était ça. C'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation n'est plus ce qu'il était. Alors, aujourd'hui, qui est à la tête, la ministre, elle est totalement inconnue. Elle ne connaît pas le système scolaire. Elle n'a pas elle n'a jamais travaillé en fait en lien avec l'éducation nationale. Hein. Ce n'est pas les quelques conseils qu'elle donnait en Asie sur la formation des travailleurs, que ça fait d'elle quelqu'un qui maîtrise les rouages. Donc déjà ça, c'était très inquiétant. Mais après tout, on pourrait donner la chance, parce qu'on n'est pas obligé d'être du sérail, comme on dit, pour être ministre. Mais là où nous, on est très très inquiets, c'est le discours dans la passation de pouvoir entre l'ancien ministre et le nouveau ministre, où elle dit quand même que ça sera dans la continuité. Donc, et que donc rien ne change finalement, que rien ne va changer. Donc on peut être assez craintif là-dessus. Vu l'état actuel des choses, on ne peut pas attendre grand-chose. Mais je voudrais revenir à ça, cette image d'une professeure en train de frapper un enfant. Vous avez ressenti quoi, Stéphanie Martine, lorsque vous avez vu cette dame s'acharner quand même? On voyait qu'elle était en colère, on voyait que dans la posture elle avait vraiment fait une fixation sur cet enfant et était en train de bastonner. Moi, je trouvais ça... Déjà, j'ai trouvé ça incroyable que quelqu'un puisse s'emporter comme ça contre un enfant, et en plus, qu'on puisse filmer ça sans intervenir. J'étais horrifiée de voir ces images-là, et je les ai regardées que par surprise, parce qu'elles sont passées à la télé, honnêtement. Je suis pas allée les chercher. Je saurais pas quoi dire. On sait pas ce que vit cette personne-là. Effectivement, l'enfant, à cet âge-là, il comprend pas ce qu'il fait. Enfin, il va à l'école, ses parents le confient à cette maîtresse-là ou à cet enseignant, peu importe. Mais oui, on s'attend pas à ce qu'il se passe qu'il y ait autant de violence. C'est un cas particulier. Il ne faut pas généraliser. Et à chaque fois, je me permets de le répéter, dans l'éducation nationale, il y a de très bons professeurs, vraiment de très belles personnes. Mais il y a aussi quelques abrutis. Ça, malheureusement, on ne pourra rien contre. Ça fait partie du lot. Mais Daniel Amouni, la réaction du ministère de tutelle n'a pas été à la hauteur. Pour moi, elle n'a pas été à la hauteur. Ouais. Elle a cherché à minimiser l'acte. Elle a cherché quelque part à protéger l'enseignante. Ce que nous dénonçons. On ne peut pas... Ils ont mis du temps à la suspendre. Oui, ils ont mis du temps, effectivement. Et donc, on ne peut pas réagir comme ça. C'est la vie d'un enfant qui est en jeu. C'est toute sa vie et toute sa scolarité qui, aujourd'hui, est menacée, qui est en péril, puisque cet enfant a été traumatisé. Elle ne veut plus aller à l'école. Donc, il y a tout un travail à faire avec un psychiatre ou un psy-EN, un psychologue, etc., pour que cet enfant retrouve la confiance, déjà en elle, en ses parents, qui a réagi, mais un peu tardivement aussi, puisque à la base, l'enfant, ça faisait 1 semaine qu'elle se plaignait, et que les parents avaient du mal à y croire et ne la croyaient pas. Donc elle n'a pas été aussi, elle a quelque part, elle s'est peut-être sentie aussi abandonnée par ses parents, je ne sais pas. Mais quelque part, aujourd'hui, même la maman le dit, elle regrette profondément de ne pas avoir écouté son enfant dès le départ. Et s'il n'y a pas eu cette vidéo, alors oui, on peut se poser la question de filmer, de ne pas intervenir, mais en même temps, si on n'a pas cette vidéo, cette enseignante que tout le monde présente comme étant une enseignante modèle, qui n'avait jamais eu de problème, ça aurait été elle, sa parole,
contre la parole de l'enfant, et on sait très bien comment ça se passait. Et si tu me permets, Gismi, oui, effectivement, dans l'éducation nationale, il y a de très 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 bons enseignants, majoritairement, ils sont de ce calibre-là, mais il faut qu'ils arrêtent à chaque fois d'être solidaires et de vouloir protéger des personnes qui n'ont pas leur place dans l'éducation nationale. Et pas plus tard que hier, j'étais à une réunion accompagné d'une maman dont l'enfant a été violenté dans l'établissement et dont l'enseignant nie l'avoir fait. Il reconnaît certaines choses, mais il ne reconnaît pas d'autres. Et vous avez un corps enseignant qui fait bloc derrière cet instituteur parce qu'il a, je sais pas, 20 ou 30 ans ou 40 ans de carrière, peu importe, et qui n'a soi-disant jamais posé problème. On peut se poser la question lorsque un enfant rentre chez lui avec un échymose, un bleu, et qui dit c'est mon enseignant qui m'a tiré par le bras, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, et qu'ensuite l'enseignant dit non, non, j'ai rien fait. Et qui croire? Eh bien, moi, je crois aux paroles de l'enfant parce qu'un enfant ne peut pas aller inventer quelque chose contre un enseignant. Quel est l'intérêt de l'enfant? Alors, je disais, il nous reste 10 minutes maintenant. Oui. Comment c'est les élections pour le conseil d'école aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui. Cette semaine. On est dans la période, oui. En tout cas. La question, c'est comment le conseil d'école peut intervenir. C'est ça qui a fait, et ça, je suis bien passé pour le savoir, parce que j'ai été au conseil d'école, alors que on sent cette solidarité entre professeurs. S'il y a un prof qui a commis une erreur, on ne va pas dévoiler l'erreur, on va tout faire pour le protéger, pour protéger le professeur, mais comment le conseil d'école peut participer à la protection d'un enfant contre un enseignant qui, soit une fois a eu un geste déplacé, soit est un enseignant qui a des problèmes et qui ne contrôle pas sa violence? Alors, c'est une question où on ne peut pas répondre par oui ou par non déjà, ça c'est clair, où effectivement c'est pas simple. Il faut déjà, on est en pleine période des élections, il faut déjà que les parents prennent conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans l'école et au sein d'un conseil d'école. Et aujourd'hui, trop de parents, en fait, se désintéressent de ces élections, mais aussi parce qu'il y a là aussi des directeurs et des directrices d'école qui font barrage, qui empêchent des fédérations comme nous de faire leur travail. On n'est pas invité aux réunions de rentrée, on n'est pas invité à se faire connaître auprès des enseignants, enfin auprès des parents d'élèves. Ce sont les directeurs d'école qui font eux-mêmes les listes de parents d'élèves qui n'ont pas le droit de faire. Et j'en discutais encore hier avec l'IEN et qui me dit oui, monsieur Amouni, vous avez raison. Et c'est pas faute de le dire aux enseignants et aux directeurs d'école qui n'ont pas à faire ça. Donc déjà, on nous empêche d'avoir cette solidarité entre parents. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Quand le directeur ou quand c'est le corps enseignant de l'école qui propose une liste de parents, c'est juste des copains entre eux, oui, qui s'entendent, tout à fait, et qui mettent en place une structure qui ne va pas aller à l'encontre de leurs décisions et qui vont le plus souvent abonder dans leur sens. Tout à fait, mais c'est ce que me disait la maman que j'ai accompagnée hier, qui se trouve elle aussi être représentante de parents d'élèves dans l'école de son enfant, et qui me disait mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, ils sont connus, c'est le directeur qui les choisit, c'est le directeur qui fait la liste, alors que c'est totalement illégal. Et moi, j'insiste là-dessus, les directeurs d'école, les directrices d'école, les chefs d'établissement ne doivent pas se mêler des élections de parents d'élèves. Ils ont la responsabilité d'organiser les élections, comme n'importe quelle élection, ils sont responsables de son organisation, mais en aucun cas, c'est à eux d'aller faire les listes. Et ça, c'est les textes. Le recteur, quand je rencontre le recteur, dit la même chose. Les DAZEN disent la même chose. Les inspecteurs de l'éducation nationale disent la même chose. Mais je dis, mais comment se fait-il encore aujourd'hui qu'on a des chefs d'établissement, des directeurs, des directrices qui n'écoutent pas la hiérarchie et qui font ce qu'ils veulent au sein des élections? Et je le disais en plaisantant hier, mais ce n'était pas une plaisanterie. Si j'avais la capacité, moi, en tant que président, de faire des recours, ce que je ne peux pas faire, puisqu'il faut que ce soit le parent de l'établissement qui le fait, 90% des élections, 95% des élections à La Réunion seraient annulées. Parce qu'ils ne respectent pas les textes, ils ne respectent pas les parents et ils ne respectent pas les fédérations de parents d'élèves que nous sommes. Et ça ne peut plus continuer, c'est intolérable. Et donc, pour répondre à la question, c'est qu'avant de pouvoir
faire des choses, bouger au niveau d'un conseil d'école, il faut qu'il y ait des parents qui soient totalement en décrochage, on va dire, qu'ils ne soient pas à la merci des directeurs. Il faut une indépendance. Il faut qu'ils soient indépendants, ce qu'ils ne le sont pas, contrairement à ce qu'ils pensent. Quand on est une liste dite sans étiquette ou une liste de parents isolés, vous n'êtes pas indépendants. Nous sommes indépendants. Pas les parents, puisqu'ils sont souvent sous la coupe du directeur ou de la directrice. Stéphanie Martine, dans l'établissement de votre fille de 13 ans, les parents sont comment? Quelle est la communication entre l'équipe éducative et les parents d'élèves? Maintenant, au collège, ça va, ça passe bien, puisqu'il y a Pronote, on peut communiquer avec l'enseignant directement. C'est plus dans les écoles primaires que ça pose souci. Parce que ces parents-là, comme disait M. Amouni, on a tendance à avoir affaire au directeur. Même si l'enseignant est d'accord avec nous, le directeur va créer une liste et on aura peur, nous, en tant que parents d'élèves, même si on se propose en tant que parents d'élèves, on aura peur de se dire, si on n'est pas d'accord avec le directeur, qu'est-ce que risque notre enfant? Qu'est-ce qui va se passer pour lui par rapport à son enseignant à l'école? Est-ce qu'il n'aura pas des représailles? Est-ce qu'on ne va pas le mettre de côté? Est-ce qu'il aura droit à cette même éducation que les autres enfants qui suivent le chemin du directeur? Et c'est là où on a un peu peur de ce qui peut arriver à nos enfants. C'est un élément que nous allons, par moment, mettre en avant. Est-ce que les enfants des représentants de parents d'élèves, que ce soit des hommes ou des femmes, courent des risques si leurs parents sont des représentants trop impliqués, demandent trop de comptes? Est-ce que ces enfants-là sont exposés? Je vous pose à vous la question. Je vais reprendre le cadre de hier, du parent que j'ai accompagné, qui se trouve être représentante de parents d'élèves depuis que son enfant est dans cette école-là, qui est en CE1 cette année, et à qui j'ai posé volontairement la question devant l'IEN. J'ai dit, depuis quand vous avez un problème avec le directeur? Il me dit, depuis que je me suis opposé à lui. D'accord? Donc, dans certains établissements, et notamment, sans vouloir faire de la pub à la FCPE, mais bon, on est quand même obligé aussi de dire ce qu'on fait, le fait d'être isolé, de ne pas être fédéré au sein d'une fédération puissante comme la nôtre, ça donne des libertés à certains, et c'est des parents qui se retrouvent en difficulté. Et souvent, ces parents-là, ils font quoi? Ils font appel à nous pour venir les accompagner, justement, parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Et c'est ça aussi le message qu'il faut faire passer. C'est que nous, parents d'élèves, FCPE, pas FCPE, bien évidemment, moi je prêche pour ma paroisse, comme on dit. Hein. Bon, on est laïque quand même, faut le dire. Mais je veux dire, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Et la FCPE, c'est un réseau de parents d'élèves. Ça veut dire que les parents sont en relation entre parents. Et ce que nous vivons, parce que nous sommes des parents d'élèves. Tous, à la FCPE, nous sommes tous avant tout des parents d'élèves. Donc, nous sommes dans les établissements. Nous connaissons, nous vivons ce que vivent les parents. La différence, c'est que nous sommes accompagnés par une structure qui est la FCPE, qui nous apporte à la fois sa représentativité, ce qu'elle pèse, parce que la FCPE pèse quand vous avez 150 000 adhérents, quand vous avez plus de 1 300 000 parents qui votent pour vos listes, quand vous avez la moitié des sièges dans le secondaire qui sont attribués à la FCPE, quand on est la première fédération de parents d'élèves dans le premier degré et dans le second degré, ça a un poids qui peut permettre de débloquer cette situation. Donc, quand vous voulez vous engager dans la vie de votre école, dans la vie scolaire de votre enfant, faites-le, mais ne le faites pas seul. Parce que l'union fait la force, et c'est comme ça, en étant unis, en étant solidaires, que l'on prend conscience du poids que l'on pèse et que l'on pourra faire bouger les choses dans les conseils d'école, dans les conseils d'administration et plus généralement au sein de l'éducation nationale. La question, encore une fois, c'est cette posture à avoir une posture indépendante par rapport à l'équipe éducative, par rapport aux enseignants, mais soyons honnêtes, ça isole le représentant de parents d'élèves ou le parent d'élève, ça les isole, et bien souvent, ils se retrouvent seuls face à une machine, et à chaque fois, quand ils vont voir les responsables, on fait toujours avec tact, on fait vraiment avec la manière, c'est de les envoyer se balader, quoi.
C'est souvent ce qui se passe, hein, et c'est encore une fois, et c'est comme ça que souvent les parents, quand ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, ils viennent nous voir. Mais déjà pour nous, fédération, c'est pas facile. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes à la FCPE que vous êtes tranquille. Hein. Et nous avons des parents qui nous disent, même quand ils sont adhérents à la FCPE, ben, ils restent quand même assez craintifs. Ils n'osent pas trop. Et en fait, c'est parce que justement, ils sont fédérés que nous, on peut les rassurer et faire bouger les choses et les accompagner, justement. C'est cet accompagnement-là, malheureusement, que n'ont pas les parents qui ne sont pas fédérés, qui sont de bonne volonté, qui souvent ont de bonnes idées, d'accord ? Et quand moi, j'ai le parent d'hier qui me dit, vous savez, dans mon école, hein, moi j'ai des enseignants, ils disent, nous avons les idées, on n'a pas besoin de vous, on a besoin d'argent. Et donc, en fait, les parents, c'est le porte-monnaie, c'est le tiroir à caisse. Eh ben, faites mettre des actions en place, faites ceci, faites rentrer de l'argent, mais après, quand on a l'argent, on n'a plus besoin de vous. Et ça se passe pas comme ça quand il y a la FCPE. Et il faut être clair. Parce que les actions, nous, on peut les faire. Les idées, on les a. Parce que nous avons des parents qui ont de bonnes idées. Ce week-end, il y a eu à Saint-Benoît, et notamment c'est Stéphanie qui l'a apporté avec son conseil local de la FCPE, une marche en faveur donc d'une association, mais elle en parlera mieux que moi, et on a une 50aine de parents qui se sont mobilisés pour cette marche dans le cadre de la maladie... Les malformations cardiaques. Les malformations cardiaques. Les malformations congénitales. Nous savons faire beaucoup de choses. Les parents sont inventifs, les parents sont ingénieux, et quand il s'agit de faire pour leur enfant, ils s'engagent encore plus facilement. Tony Martine, l'engagement des parents, la volonté des parents, l'intelligence permettent d'affronter quelle que soit la situation. Quelconque épreuve. À partir du moment, comme disait M. Amouni, à partir du moment où ça concerne notre enfant et qu'on se sent concerné, oui, on peut déplacer des murs. Des montagnes. Des montagnes, même, oui. Mais la question, et c'est ma dernière question, aujourd'hui, il faut revenir, il faut de nouveau communiquer avec les parents, leur montrer que la solution viendra des associations de parents d'élèves. Alors, je ne dis pas qu'il faut recommuniquer. On a toujours communiqué. Peut-être mal, pas suffisamment, ça c'est certain. Mais oui, il va falloir reprendre notre bâton de pèlerin, comme on dit, et aller à la rencontre des parents, mettre en place des actions d'information, de formation. D'ailleurs, ce week-end, nous avons une première formation pour les parents plutôt de l'Est et du Nord sur le conseil d'école, sur le conseil d'administration, sur la FCPE. Et le samedi 12, ça sera plus l'Ouest et le Sud, même formation donc pour les parents adhérents de la FCPE, pour qu'ils aient justement les outils pour pouvoir trouver des solutions quand un problème se présente. Donc ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés, ils sont formés, ils sont informés. Et c'est effectivement ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de parents. Et effectivement, nous allons devoir, même si nous sommes des bénévoles et que il faut que l'on partage notre temps entre le travail, la famille et la FCPE, il faut qu'on trouve du temps pour aller rencontrer les parents et faire en sorte de les fédérer pour qu'ils puissent mieux intervenir dans les écoles où ils sont. On va suivre un petit peu cette démarche que vous mettez en place à la FCPE. On verra un petit peu comment ça évolue et comment les parents réagissent surtout et quelles sont les conséquences sur l'évolution de l'enfant dans le milieu éducatif. Donc on aura l'occasion de le faire. Merci à vous deux, Martine et Daniel Amouni, président de la FCPE. Donc merci à vous de nous avoir également suivis. Merci à la Nancy François, je vous dis à bientôt.